j'appelle M. Shrakia Mohamed pour nous présenter son travail sur la planification stratégique. Une thématique que je trouve très intéressante et d'actualité, compte tenu que la planification stratégique qui était jadis uniquement destinée aux militaires et à la planification des militaires, actuellement elle fait l'actualité, notamment elle se présente comme étant la solution à la gestion urbaine chaotique donc vous allez écouter M. Shrakia sur cette thématique-là. Merci, chers collègues. C'est un honneur pour moi de vous présenter ce travail qui me tient à cœur et qui est un vécu pour moi, vu les longues années que j'ai passées au sein de ces instruments-là, surtout dans la ville de Guelma et l'évolution de la ville de Guelma. Le travail que j'ai fait, c'est une continuité. Et c'est un souci d'un praticien, c'est un souci d'un professionnel de terrain qui pose des questions, qui essaie de trouver des réponses. Et à travers cette expérience, on va vous montrer les motivations de mon choix. C'est un choix personnel, c'est un attachement à ce site. Et aussi, c'est une préoccupation liée à la dégradation des espaces de la ville de Guelma et une volonté, bien sûr, de travailler sur le projet urbain comme démarche. Je cite bien comme démarche. Moi, personnellement, j'entame le projet urbain comme démarche. Une démarche qui regroupe presque la totalité des acteurs de la ville pour trouver ce qu'on appelle un consensus. Je vois la durabilité, le mot, entre parenthèses, durabilité par cette fenêtre. C'est la fenêtre des acteurs, c'est la fenêtre sociale. Guelma semble vivre, comme toutes les villes algériennes bien sûr, un décalage. Un décalage qui est un vécu pour moi. Un décalage entre le plan et entre la réalité sur le terrain. Il y a un dessin, un plan, et il y a un état de fait. Il y a toujours un grand décalage entre ce qu'on décide et ce qu'on réalise. Le poste sud, j'entends le poste sud, pour ne pas s'étaler sur cela, dans ma problématique, est un instrument d'usage des sols et réglemente. Il puise son fondement des orientations du don. Et pour le poste sud, cette recherche, la participation, le poursuit dernière grande extension de la ville de Guelma vers le site, qui connaît la réalisation de plus de 4000 logements, était une opportunité foncière pour les autorités publiques pour réaliser un programme d'urgence que vous connaissez, tout le monde connaît, le programme d'urgence du président de la République de 1 million de logements. C'était le démarrage en 2006-2007. On a entamé, et on a travaillé avec ce décret interministériel, pas interministériel, c'est un décret ministériel de l'octroi de l'aide de l'État à l'acquisition ou la construction d'un logement. Donc on a profité de ce décret ministériel pour, comme opportunité, on a préparé ce terrain pour réaliser des logements dits, entre parenthèses, sociaux participatifs. Cette recherche, cet axe, est un questionnement que je pose personnellement et au cœur de cette réflexion pour attirer l'attention des autorités publiques sur la nécessité d'introduction du projet urbain comme démarche lors de l'élaboration de ces instruments-là et spécialement le POS. Parce que c'est à travers tout cet instrument-là, le POS, qu'on est en train de fabriquer la ville, de faire une extension.
Et ces extensions se font sans articulation. Personnellement, dans ma recherche, j'ai entamé des instruments stratégiques, comme on a parlé de stratégie, c'est un mot beaucoup plus militaire, mais le SNAT 2010, horizon 2030, parle de stratégie. Il a tracé des axes, 5 axes, sur lesquels il détermine un axe aussi transversal qui est la gouvernance, il parle de la gouvernance, mais en réalité, en suivant ces instruments-là, personnellement, j'ai trouvé que ces orientations sont dissoutes à l'échelle urbaine. Il y a des orientations de la participation, de la démarche participative, de l'implication des acteurs de la ville, de l'urbanisme participatif, etc. Mais c'est des mots, c'est des textes. Dans la réalité, quand on descend, on trouve autre chose. Personnellement, quand j'ai suivi cet instrument-là pendant la réalisation, et c'était vécu pour moi, dans la finalité, les autorités publiques ont été contraints et obligés d'asseoir des structures pour gérer, piloter des projets. C'est à travers cette conclusion que j'ai posé cette question-là. Puisqu'en fin de compte, tôt ou tard, ils vont gérer cette incertitude. Parce que la vie, c'est l'incertitude. Il n'y a pas de projet fini, terminé. Et je suis avec la conclusion du professeur Dib hier, quand il a dit que la vie restera un moment. Je suis tout à fait d'accord. Donc, l'incertitude, je dirais l'incertitude, c'est ouvrir la porte vers des participants pour le consensus. C'est le consensus de l'ensemble qui crée, entre parenthèses, la durabilité de l'action. Le consensus, c'est l'accord. C'est le réglage du problème du non-mainstream, des espaces extérieurs abandonnés après la réalisation, et des cités, bien sûr, de cette cité créée, et qui va faire l'objet d'une gestion de qui? Est-ce une grande question? Parce qu'aujourd'hui, la loi sur la promotion immobilière chez nous ne garantit pas la gestion de cette cité après 2 ans. Et le comité de cité, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. On peut le faire, on ne peut pas le faire. Enfin. J'ai essayé de présenter, d'aborder le territoire de la ville de Guelma dans son évolution, dans sa dynamique urbaine, à travers nos résultats et la manifestation de certains phénomènes, le phénomène de l'extension urbaine, surtout dans les 3 dernières décennies, après l'apparition des instruments d'urbanisme après les années 90, on a vu que la ville de Guelma, en quelque sorte, a éclaté. Il y a beaucoup d'instruments d'urbanisme et des postes qui ont contribué à l'étalement de cette ville. L'approche du poursuite de son environnement immédiat et la présentation du programme en réalisation et des nouvelles conditions de gestion de la cité qui vont naître. Et à partir des incertitudes et des temporalités liées aux actions urbaines, que la gestion des temporalités à l'échelle peut nous donner des réponses. Elle peut nous donner des réponses quant à la nécessité d'introduire de nouveaux outils et de nouvelles structures pour gérer la ville. Pour gérer la ville, basée sur la négociation et le consensus. 2 points forts dans la réussite de tout projet urbain. L'approche de Guelma aujourd'hui, on fait l'approche de Guelma aujourd'hui pour saisir les déterminants de son évolution et pour appréhender le contexte pluridisciplinaire au sein duquel suscite une limitation multiple et mettre en relief les différents défis auxquels fait face la ville de Guelma. La ville de Guelma regroupe 10 daïras et 33 communes. Elle a un territoire très en retard en matière de développement économique et d'accessibilité. Elle se situe aux confins des métropoles de l'Est. C'est un aviaire territoire aussi pour les métropoles de l'Est constantine et un abat en matière d'approvisionnement et de communication. D'ailleurs, vous trouvez ces paragraphes dans les plans d'aménagement des territoires insérés, les PATW et les SEPT, ou ce qu'on appelle le SRAT aujourd'hui, nous appelle les SEPT, les schémas régionaux, territoriaux. Aujourd'hui, la ville de Guelma
Elle est cernée aussi par des villes satellites qu'on s'approche de la ville. Elle est cernée, elle connure déjà avec la commune de Belkhir, à l'envers la route de Sogaras. Vous voyez là, vous pouvez voir là la ville de Belkhir, la commune de Belkhir, qui est là, qui connure avec le Guelma. Il y a la commune de Benzarah, et qui fait l'objet de report de programmes de la ville de la commune de Guelma vers Benzarah en matière de logement et de certains équipements aujourd'hui. Et la commune de Bjouj, qui se trouve vers la route de Skikda, de Bjouj. Ça, c'est Heliopolis Daïra. La ville de Guelma, l'actuelle ville de Guelma, est urbanisée dans son territoire communal à 60%. Et les extensions de la ville se font vers le sud, vers un territoire un peu difficile en topographie. C'est une carte que j'ai établie montrant l'évolution de Guelma pendant des périodes. Et vous voyez que la ville de Guelma ici, à partir des années 70, à partir des années 70, elle a connu des extensions après la promotion de la ville de Guelma en chef-lieu de wilaya par un gros programme de logement à l'époque sociaux, de logement de l'habitat social et des équipements et des administrations de commencement. Ensuite, les lotissements, la création des lotissements des années 80, l'évolution politique d'ailleurs des villes algériennes, et les lotissements cernent aujourd'hui la ville, il y a plus de 7000 lots, ils cernent la ville de Guelma, et les extensions vers le sud du poste. Aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur le poste sud et le poste extension sud, ici deux, qui se complètent. Il y a d'autres postes, il y a des extensions vers le sud. L'avènement des PDA et des postes dans les années 90, donc l'objectif de maîtriser la croissance urbaine. Actuellement, on a le PDO 97 et le PDO intercommunal 2014, qui s'est achevé en 2014 normalement, et les textes et les lois qui ont suivi. Les structures socio-spatiales de Guelma se caractérisent aujourd'hui par quoi? Par une périphérie un peu problématique. Composer la réalisation effective de véritables cités périphériques d'ordre particulier, logements sociaux, on a plus de 10 postes, et les postes périphériques sont en nombre de 5 ou 6. Et en réalisation actuellement, il y a 2 postes qui se réaliseront difficilement parce qu'ils se trouvent sur le terrain, ils sont implantés sur un terrain très très difficile en matière de topographie et de géologie. Le poste 31 et le poste 32. La densification de la rive ouest, de Wetzhorn, Guelma était traversée par un fleuve qui s'appelle le Wetzhorn, peut-être beaucoup de générations actuelles, mais à Wetzhorn. C'était un fleuve, actuellement on l'appelle le boulevard du volontariat. On a une photo, on a la réalisation de véritable. Une photo. C'est un boulevard volontariat, c'est un grand fleuve. Il y a une grande dualité avec une image que je vous montre. Le centre de ville dégradé aujourd'hui se dégrade. Ce sont des initiations personnelles, vu le statut foncier de ce centre de ville, se dégrade, se transforme en un grand marché ouvert. Voici l'image qui vous montre, elle est un peu floue, mais elle vous montre les deux parties de la ville en dualité. La ville en extension qui était au départ des constructions illicites, jusqu'aux années 90, jusqu'à aujourd'hui, on régularise au cas par cas, et la ville aérée coloniale qui est à droite. Et ça, c'est à gauche, c'est la ville compacte, construite sous permis industriel. Voici l'autre image de cette cité des hauts de montagnes, des montagnes de Jbel Hadoulana, que j'ai pris des constructions illicites de la ville de Guelma. Les instruments d'urbanisme et la fabrique d'une ville. Le PDO intercommunal de Guelma vise comme objectif la maîtrise de la croissance urbaine de la ville de Guelma des satellites. On a réalisé un PDO intercommunal qui a arrêté un certain nombre d'enjeux. Et ces enjeux ont été développés sous forme d'axes à suivre par ces postes-là. Voici 5 enjeux, je n'ai pas le temps de les lire. Les principales bases du PDAE,
Vous les connaissez, ils tracent enfin le bilan, les prévisions et les scénarios, ce qu'on appelle les scénarios pour parler de stratégie. C'est ça, c'est une citation du Bdo lui-même qui pose cette problématique de participation. C'est le Bdo lui-même qui pose cette problématique de participation et le phénomène d'évolution d'incohérence dans les espaces urbains à travers Gelma, la croissance inadéquate entre l'évolution démographique et le développement urbain durant la période écoulée par rapport au nouveau contexte, baisse de fécondité, fixation de la population rurale, retour des conditions de sécurité, etc. Le manque de coordination entre les différents secteurs et les moyens mis à leur disposition, la prise en charge de l'État, le dysfonctionnement, l'utilité et précarité des tissus urbains existants, et la cohérence entre la programmation et la définition des termes de référence qui délimitent les périmètres d'intervention du POS. Ça, c'est une problématique d'actualité pour les villes algériennes. On fabrique les morceaux de la ville, mais ils ne sont pas cohérents, parce qu'il n'y a pas un instrument, un outil qui prend en charge cette cohérence, cette articulation. Conséquence des équilibres urbains en matière d'occupation, les périmètres d'industrie dans la ville, les zones de l'habitat, les équipements publics, il y a une densification du tissu urbain, souvent au détriment de l'ensemble. Les plans d'occupation de sol, on a le programme des plans d'occupation de sol, pour ne pas faire. Ce sont les quelques principes sur lesquels s'articule le projet urbain comme processus. C'est les enjeux de la conception urbaine, c'est la théorie. Ensuite, l'approche du POS-Sud. Le POS-Sud, UC1, a fait l'objet de conceptions de par une équipe universitaire qui ont essayé de tracer un certain nombre d'éléments de problématiques pour ce POS. Le POS se trouve dans un environnement immédiat qui contient des grands lotissements d'habitat, le grand lotissement individuel Marmouli, qu'on appelle entre parenthèses Wedmaze, l'université en extension, aujourd'hui l'université en extension en plein territoire du POS Sud, et le POS Sud 2, qui est l'extension du POS Sud 1. Les éléments forts du POS Sud en étude, pendant l'étude, la concertation avec les autorités publiques, c'est-à-dire les autorités publiques ont été intéressées par ce poste, ils ont accéléré la réalisation de ce poste vu le programme d'urgence qu'on de l'aider. Il y avait un très grand nombre d'acteurs qui ont participé à la réalisation. Mais la maîtrise d'ouvrage est assurée par l'universitaire qui a conçu ce poste. Voici le schéma sur lequel s'est articulé le poste, qui envisage pour 30 000 habitants un espace de centralité, et des axes centraux de structuration de postes et des axes périphériques pour intégrer le site ou le poste sud avec les lotissements 19 juin, lotissement Cité Marmouli, la Cité Marmouli au Wedmaze et l'université en extension. L'autre espace, c'est une forêt urbaine. Le poste envisage pour cet espace une centralité secondaire, une structuration spatiale, intégration de la périphérie en détresse à la ville, et cette centralité niveau 2 peut en quelque sorte soulager le centre-ville colonial. Les éléments de centralité que ce poste a proposé, c'est l'université d'extension, la placette et les équipements de grande envergure, surtout à caractère culturel. La proposition d'aménagement du poste sud, je me l'ai aidé. Bon, je n'en ai pour la phase matérielle. Ce poste sud a été réalisé par une politique intelligente de M. le Wali de Gelma, j'ai posé ça, qui pilotait le projet avec les services de la DUC, en regroupant tout le monde, et personnellement participé à plusieurs réunions, tous les acteurs, y compris quelques associations intéressées qui ont des problèmes, puisque vous savez, il y a un bon parti le programme de logement participatif a fait l'objet de détermination financière, un coût limité à 2 millions de dinars, et une typologie bien déterminée qui est le F3.
les gens voulaient réaliser des arcades, donc il y avait certaines problématiques de commerce, etc. Donc intelligemment, ils ont coordonné et piloté le projet avec ces acteurs, tout en essayant d'apporter le consensus et l'unanimité de ces acteurs pour la réalisation de la conduite de ce projet. Et bien sûr la conduite des incertitudes de ce projet. À la participation des acteurs, les modifications qui ont été apportées dans le programme et acceptées par ceux qui ont piloté, et à la fin, l'autorité publique à travers cette expérience, voici le résultat sur lequel j'ai arrêté un certain nombre de points. L'autorité publique à travers cette expérience, elle essaye de maîtriser la gestion de son choix par la création de structures de pilotage. Par la suite, ils ont créé une structure de pilotage au niveau de la wilaya. Ils ont varié la typologie de logement. Ils ont impliqué la société dans la gestion de la cité, la loi entre parenthèses de la promotion immobilière, qui reste une parenthèse ouverte, pas fermée. La recherche d'une formule adaptée à une forme de démocratie participative afin d'impliquer les collectivités locales, ça c'est l'idée des politiciens en 2014. Le résultat, le projet urbain peut être replacé pour résoudre cette problématique au démarrage, pas à la fin de réalisation. C'est la conclusion. Et merci. Donc, je remercie mon collègue M. Charité. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Surtout que vous portez bien cette double casquette de praticien et d'enseignant, et vous êtes bien placé pour bien pointer du doigt la problématique de la ville et de proposer des solutions adéquates à ces problèmes-là. On passe maintenant à Madame Iman Benjmila Belcherif Mariama et Salih Chouch, qui va nous présenter une intervention sur la résilience urbaine aux inondations, une alternative nouvelle aux politiques locales de la gestion des risques. Donc, allez-y. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Madame Benjmila Iman. Je vais présenter un travail qui porte sur la résilience urbaine aux inondations comme une alternative nouvelle pour une politique locale de gestion des risques appliquée sur le cas de Skikda. Donc, tout d'abord, la ville est un lieu d'échange de culture et de technologie, de meilleur accès aux soins et d'emploi, ce qui donne une image positive de la ville attractive. Comme conséquence, elle manifeste l'étalement urbain, la consommation des terres agricoles, la prolifération des bidonvilles, la marginalisation sociale, etc. Donc la ville annonce une vulnérabilité omniprésente qui la rend incertaine. Ces dernières années sont marquées par une fréquence de catastrophes tragiques très élevée. Nous donnons comme exemple l'ouragan de Katrina aux États-Unis, les séismes au Japon, en Mexique, en Italie et les inondations en Inde. Les conséquences sont multiples sur le plan humain, matériel, économique ainsi qu'environnemental. La situation devient de plus en plus alarmante. La ville est vue comme un espace à risque. Elle se montre de plus en plus vulnérable. L'Algérie n'échappe pas à ce fléau. Comme exemple, nous citons les inondations de Bedouer, les séismes de Boumerdès, inondations de Constantine, Skikda, Tébessa,
Betna Welgla en 2018, où il a été enregistré 41 inondations, 21 morts et 50 milliards de dinars de dépenses. Ce qui donne à réfléchir que la gestion des risques de ces catastrophes nécessite de nouvelles démarches s'appuyant sur les retours des expériences pour une meilleure maîtrise des risques urbains. Étrangement, l'histoire des villes nous renseigne sur la survie de nombreuses cités détruites et qui pourtant figurent toujours aujourd'hui sur la scène mondiale, comme Beyrouth, Varsovie, Chicago, Tokyo et Bagdad. Donc ce paradoxe dévoile une résilience, le risque de votre pensée comme une composante intrinsèque de la ville, où les pouvoirs politiques, populations, organisations mondiales, professionnels et scientifiques tentent d'appréhender la connaissance des risques et la vulnérabilité des villes. Nous devons donc dépasser les faits et la comptabilisation des dégâts par une prise en charge réelle des phénomènes avant leur provenance. Le choix du cas d'étude s'est porté sur la ville de Skikda suite à son historique submergé de catastrophes et de dégradation de la ville. La zone d'étude est traversée par deux oueds, Oued Safsaf et Oued Zalamna, qui ont provoqué plusieurs inondations à travers l'histoire. Cela a concerné donc surtout les quartiers implantés sur les bords de l'île Oued. Dans notre étude, nous avons exploité la cartographie faite par la protection civile et la direction de l'hydraulique. Sur la base, ces cartes ont été faites sur la base de l'historique des crues de 1984, 1994, ainsi que les crues 1900 qui sont survenues le 1956 pour représenter la zone inondable. Les multiples accidents ont révélé que le territoire de Skikda est menacé par les risques d'inondation. Donc, cette carte montre les quartiers exposés aux inondations. Ces quartiers exposent la population, les habitations et les zones d'activité de Skikda et Hamadi Krouma, ainsi qu'une partie de la zone industrielle. De ce fait, Skikda vit sous le spectre d'une catastrophe. Ajoutons à cela, la croissance urbaine de Skikda pose une problématique du fait qu'elle est située entre deux montagnes et suite à la proximité de la zone industrielle. Ces facteurs ayant pour conséquence l'exode rural excessif, l'étalement urbain, la prolifération des bidonvilles ainsi que le grignotage des terres agricoles. De ce fait, Skikda est une ville vulnérable. Cette situation a conduit à une prise de conscience. D'un côté, l'État a promulgué la loi du 04-20 relative à la prévention des risques majeurs et qui décrète Skikda ville à risque majeur et a instauré des outils des instruments de gestion tels que les plans ORSEC et les plans d'action mutuelle. Par contre, nous notons l'inexploitation de la base de données des enjeux qui n'est pas exploitée au profit de la délimitation des zones vulnérables. Le choix s'est orienté sur une ville à risque manifestant un territoire propice pour le développement de notre recherche. Maintenant, nous passons à l'opérationnalisation de notre démarche. Nous avons commencé par la construction de la base de données. Notre échelle d'étude est le quartier. Du fait de l'inexistence des informations à son échelle, nous avons pris comme unité de base les districts qui sont délimités par les agents ORS. La zone d'étude est égale à la somme des districts. On a recensé 191 districts. La superposition des quartiers avec les districts nous a montré que le quartier est défini par un ou plusieurs districts. Cette superposition a révélé que la zone d'étude est composée de 107 quartiers. La spécificité de chaque quartier dénote le degré de sa vulnérabilité. Après la délimitation des quartiers, nous avons identifié les facteurs de la vulnérabilité urbaine appelés variables. Nous avons déterminé les variables susceptibles de générer ou d'augmenter la vulnérabilité. Donc, il était nécessaire de choisir, trier et ranger ces variables dans toutes les dimensions de la vulnérabilité urbaine, à savoir physique, humaine, socio-économique, fonctionnelle, structurelle, etc. Nous avons donc obtenu 13 variables pour les 107 quartiers. L'investigation sur les variables consiste donc à montrer leur interdépendance pour apprécier le niveau de leur importance. Ces variables ont fait l'objet d'une analyse. Comment je reviens
Excusez-moi. Donc, ces variables ont fait l'objet d'une analyse de l'importance de la relation par corrélation binaire. Ce test comprend les variables qui sont les plus utilisées dans les recherches scientifiques, comme le nombre de la population, l'habitation, les densités, que ce soit pour la population et les habitations, les enfants moins de 10 ans, les populations plus de 65 ans, les constructions non raccordées au réseau, le nombre de chômeurs, sans instruction et l'habitat précaire pour les variables socio-économiques. Donc, ce tableau englobe les 13 variables avec leurs différents niveaux de corrélation faite avec l'analyse par composante principale qui s'appelle ACP. L'analyse de ce tableau confirme l'existence d'une corrélation hiérarchique entre les différentes variables, expliquant la variable dépendante qui est la vulnérabilité urbaine. La représentation des matrices de corrélation par cette ACP nous a donné une lecture territoriale de la vulnérabilité urbaine. Elle s'est faite par les systèmes d'information géographique. Cette spatialisation nous a donné une classification de la vulnérabilité urbaine des quartiers en 3 classes. 19 quartiers pour les quartiers à forte vulnérabilité urbaine, 19 pour les quartiers à moyenne vulnérabilité urbaine et 82 quartiers à faible vulnérabilité urbaine. Cette représentation nous permet de comprendre les spécificités de chaque quartier. Saisir les spécificités des quartiers nous a renvoyé à transposer la hiérarchie des différentes variables dans l'ACP avec les 3 classes de la vulnérabilité urbaine résumées dans cette carte. Le spectre de la vulnérabilité est vu ainsi. Donc, pour les quartiers à forte vulnérabilité, la vulnérabilité elle est physique et socio-économique. Les quartiers se situent au centre-ville de Skikda. Pour les quartiers donc, à moyenne vulnérabilité, la vulnérabilité elle est structurelle et fonctionnelle. Les quartiers sont localisés à l'extension du centre-ville. Pour les quartiers à faible vulnérabilité, elle est humaine et matérielle et sont situés sur la périphérie de la ville. Cette phase est primordiale pour définir le niveau de risque dans ces quartiers. Nous avons procédé ensuite à la spatialisation de l'aléa inondation. Pour les inondations, nous avons repéré 30 quartiers exposés. Ces inondations donc présentent un danger permanent pour les habitants. Le croisement entre vulnérabilité et aléa nous donne les différents niveaux de risque qui menacent le territoire. La superposition des couches d'information est possible par le biais des systèmes d'information géographiques. Le niveau de risque dépend du degré de la vulnérabilité et de l'importance de l'aléa. Donc pour une vulnérabilité forte et un aléa fort, nous obtenons un risque fort. Tandis que pour par exemple un aléa moyen et une vulnérabilité moyenne, nous avons un risque moyen. Le seul cas qui présente un risque faible est le résultat d'une vulnérabilité faible et d'un aléa faible. Ces inondations donc menacent la zone centrale de la ville de Skikda. Après avoir déterminé les quartiers inondables, l'évaluation de la résilience des quartiers à risque s'impose. Et cela, l'application du croisement entre aléa et vulnérabilité nous a donné 11 quartiers à risque fort et 19 quartiers à risque moyen. Donc, après avoir déterminé les quartiers à risque, les quartiers inondables, l'évaluation de la résilience des quartiers passe par l'évaluation de ce qu'on appelle les indicateurs de résilience. Ces indicateurs sont l'emplacement des unités de la protection civile, la situation des équipements sanitaires, la localisation des espaces d'accueil des sinistrés, les moyens humains, techniques pour absorber les crises et la hiérarchie des rôles des acteurs dans le processus de gestion. Donc, mesurer la résilience des quartiers vulnérables permet de proposer les décisions nécessaires pour une gestion efficace des risques. Donc, pour construire une carte d'aide, ce qu'on appelle une carte d'aide à la décision, nous sommes basés sur une modélisation de la carte des risques en confrontation avec les indicateurs de résilience. L'interprétation des résultats nous a donné pour le risque fort
Nous avons recensé une présence importante des indicateurs de résilience, mais l'importance de la nature des risques exige des mesures préventives. Par conséquent, nous recommandons des décisions préventives pour les 11% des quartiers. Pour le risque moyen, les indicateurs restent insuffisants, voire absents dans certains quartiers. Pour cela, nous optons pour des décisions d'intervention pour les 31% des quartiers. Pour les quartiers à risque faible, ils impliquent des dispositifs de formation et d'information pour la population pour éviter les situations dangereuses. Ces décisions de désensibilisation concernent les 58% des quartiers. Plusieurs recommandations donc découlent de ce travail de recherche. Il s'agit de cataloguer l'ensemble des informations sur le système urbain en décelant sa vulnérabilité pour une prise en charge efficace de la gestion des risques. Il s'agit aussi d'élaborer des démarches collaboratives pour la participation de toutes les parties prenantes dans le processus décisionnel afin d'établir une réelle vision globale sur les risques, concevoir des plans d'urbanisme résilients face aux risques, appréhender la ville résiliente dans une perspective de durabilité. Donc, notre travail, voulant concevoir un modèle de gestion pour la ville algérienne, menacée par différents risques qui la rendent vulnérable et fragilise son développement urbain. La maîtrise de la gestion des risques devient alors un défi majeur pour l'ensemble des acteurs de la ville. Nous devons donc anticiper les risques et concevoir des projets urbains résilients pour un modèle de ville qui doit être plus sûr. Je vous remercie de votre attention. De ma part, je vous remercie également. Et là, en présentant votre travail, me vient à l'esprit une citation dans un certain journal. L'homme transforme l'aléa naturel en catastrophe, et justement, la ville résiliente est un concept qui vient vraiment pour parer à ce problème-là. Et aussi, je trouve que par rapport à la durabilité, c'est un concept très précis, très opérationnel, bien qu'il est transdisciplinaire, mais il est plus précis, plus cadré que peut-être la durabilité, et vous ouvrez là une autre perspective pour nos collègues, pour nos étudiants, les nouveaux doctorants, cette perspective des risques urbains et la gestion de la vulnérabilité des villes. Je vous remercie. Merci à vous. Maintenant, nous allons passer à l'intervention de M. Dole, intitulée M. Dole Abbé, intitulée l'actualité du centre-ville à travers la dynamique d'une ville. Le cas du centre-ville de Fachla. Donc, je vous remercie, mesdames, l'ensemble de l'honorable assistance. Merci bien d'avoir présent pour assister à cette présentation qui s'intitule l'actualité d'un centre-ville à travers sa dynamique. Cas du centre-ville de Fachla, présenté par moi-même, M. Dole Abbé, sous la direction du professeur Saïd Massous. Donc, le milieu urbain algérien, avant la colonisation française, se limitait seulement dans les grands ensembles situés au nord du pays. Pour des buts de supervision et d'application de l'ordre, les Français commencent à créer des petits centres répartis spécialement dans des lieux à fort rendement agricole. En fonction de son importance régionale en matière de stabilité sécuritaire et sa situation géographique, ces centres connaissent un développement distinct. Ces centres connaissent une urbanisation effectuée dans ce territoire par des habitants originaires et caractérisée par des décès non planifiés. Ce phénomène a provoqué un début de grossissement de ces petits centres qui vont devenir de gros villages. La ville de Fachla appartient à la même classification et son centre-ville est un des centres qui a connu les dites conditions de création comme la majorité des villes algériennes. Ce centre vit actuellement en état de conditionné par l'existence des contraintes naturelles et artificielles, l'existence des équipements anti-urbains en milieu urbain, l'existence des grandes parcelles infranchissables,
l'existence des problèmes de congestion de circulation et enfin la dégradation du vieux cadre bâti. La problématique posée ce centre national colonial était en état de marginalisation et d'inadéquation envers son entourage. Certaines de ses valeurs sont en déclin. Il a perdu encore certaines de ses qualités comme lieu d'attractivité de commandement. Et par ça, on peut poser un ensemble de questions afin d'éclaircir la situation de ce centre. Donc, la première question, garde-t-il encore sa valeur comme symbole historique figurant une partie de la mémoire collective de sa population? Deuxièmement, est-ce qu'il garde encore sa place comme espace d'attraction et d'équilibre dans la ville? Et quel est son avenir par rapport à la croissance immense de cette dernière? Et enfin, quels sont les effets de développement et de mutation des activités en dehors de son aire d'influence? L'hypothèse énoncée, le déclin du centre-ville ancien de Fenchela, bien sûr le centre colonial, sont liés au déséquilibre engendré par la croissance urbaine et la dynamique qu'a connue cette dernière. Les objectifs visés par cette présentation est de comprendre la manière et la logique de la composition urbaine de ce tissu, saisir les différents facteurs qui sont à l'origine de la marginalisation et des dysfonctionnements des noyaux urbains de la ville de Fenchela, cerner les causes de déséquilibre vécu qui agissent sur le centre urbain qui part en déclin, et pour construire cette présentation, on a envisagé une méthodologie qui s'appuie sur un modèle d'analyse qui permettra de comprendre premièrement la jeunesse d'évolution de la ville de Fenchela et les conditions de sa création, et deuxièmement un diagnostic de l'état actuel à travers une double lecture. La première lecture, c'est une lecture basée sur des données statistiques socio-économiques, et la deuxième, c'est une lecture spatiale qui permettra de détecter les déséquilibres de l'implantation et de la localisation des différents activités. Cette dernière va effectuer sur deux parties. La première partie concerne l'ensemble de la ville, et la deuxième partie concerne le centre-ville. Cette lecture spatiale se fera par le BITASI, le système d'information géographique, avec le logiciel connu MapInfo. Afin de passer à notre étude, une brève présentation sur la ville de Fenchela. Géographiquement, c'est une ville située au pied des monts des Ores, sur un axe très intéressant. Sur un axe très intéressant, la plateforme des monts des Ores, sur l'axe romain reliant l'est d'Ibissa vers l'ouest d'Imigrat. Mascula, qui est l'actuel Fenchela, fut fondé par la région d'Augusta lorsque la capitale d'Ibissa s'est supportée sur plus à l'ouest. Pendant la période française, parce qu'on a donné de l'importance à la croissance récente de la ville de Fenchela, parce que notre sujet est le centre-ville colonial de cette ville. Cette ville, pendant la période française, a été fondée par la création d'un quartier européen à la proximité d'un marché hebdomadaire et une administration militaire de centre. L'administration militaire se sont livrés à la colonisation en 1974. Une étude analytique de la ville, cette étude sera effectuée sur deux volets. Le premier volet, il s'intéresse à la présentation d'un diagnostic de croissance de cette ville. Et deuxième partie, c'est l'étude analytique de concentration des activités dans la ville de Fenchela. Premièrement, pour le diagnostic de croissance de la ville de Fenchela, les périodes de croissance de cette ville peuvent être classées en deux phases distinctes. La période coloniale, l'analyse de cette période passe par trois arrêts. En 1874, c'est l'année représente la date de livraison de centre de cette ville à la colonisation, située à la fin d'un monde machin montagneux ancien, et au versant du pays de Chabot, sur l'axe historique reliant Tilgad à Tibissa. Voilà le premier noyau, il est composé d'un petit quartier résidentiel
Kazer et un marché hebdomadaire ouvert pour l'ensemble des. C'est-à-dire pour tous. En 1905, une extension rapproche le fort de commandement et la caserne du damier colonial. Une petite extension a été exécutée sur la partie sud-est du damier, sur le chemin qui mène vers El Baïda. Une petite tâche représente l'apparition d'un village des indigènes qui forment le noyau primaire d'un tissu urbain différent de celui du damier. En 1953, la veille de la Révolution nationale, une croissance qualitative a été vécue par la présence d'une gare routière avec le chemin de fer et bien sûr une extension de part et d'autre de cette ville. Les périodes de deuxième période, les périodes de l'indépendance en 1972, une conjonction avec le quartier colonial a été faite suite à l'étendue des villages des indigènes d'une façon non contrôlée, ce qui met en place une incohérence entre les deux tissus différents. La prolifération d'un point d'étalement urbain a été constatée par la cité Chabot. En 1985, la création des lotissements et des programmes importants de logement collectif sur la partie est et sud de la ville, la création des établissements industriels, spécialement la zone industrielle, a s'élevé le prolifère au nord de la ville et occupe des surfaces importantes, offrant face à l'extension de la ville vers le nord par la suite. Dans les années 2000, le déséquilibre constaté sur la croissance de la ville entre deux volets, le nord et le sud, est le résultat d'un blocage impliqué au nord par la nature juridique du terrain qui se présente comme contrainte importante devant une extension équilibrée par rapport au centre-ville ancien. C'est la nature juridique du terrain. Et en 2011, c'est la confirmation d'exploitation des réserves foncières de la ville et la continue de croissance vers le sud. Au nord, des interventions partielles des métiers sont procédées par la projection de quelques équipements publics, par exemple l'hôpital, le siège de la Sûreté nationale et ainsi de suite. Pour une future urbanisation, la perspective de la future croissance sera élaborée en application des dispositions d'exploitation des terrains privés et d'expropriation des terrains privés et à la base des orientations des plans intercommunales de Fouchel-Hamay-Sira. La dite étude adoptée dans sa globalité une vision de croissance importante au nord de la ville. Ce qui offre au centre colonial un avantage d'être en un plan géographique équilibré. En conclusion, l'évolution et la croissance de cette ville est passée par des étapes importantes et conditionnées par des contraintes naturelles et artificielles et un exemple rural et vivant. Les contraintes naturelles, c'est l'existence du Chabot, l'existence de web à l'est, la nature juridique des terrains privés et l'implantation de la zone industrielle vers le nord. La ville de Oujda constitue un bassin d'emploi et de services et d'installation pour toute la population des zones. Alors l'extension de la ville prend destination vers le sud, ce qui favorise l'apparence d'un déséquilibre dans la forme globale de la ville. On passe maintenant à l'étude analytique de concentration des activités sans trop tarder. Le classement, on a matérialisé cette étude par le classement de l'ensemble des activités qui se déroulent au sein de cette ville en 7 catégories principales. Le premier, c'est l'administration des équipements publics, les services publics, les affaires, le commerce, les services divers, vie sociale et culturelle et les placettes et les aires de stationnement. Bien sûr, je ne peux pas vraiment continuer. Donc, un biais de données entre les données statistiques et le découpage en hausse nous a donné, avec l'application du logiciel Web Control, il nous a donné un ensemble de résultats dont la couleur en rouge représente c'est-à-dire la concentration de l'administration des équipements publics en rouge représente 100%, on constate qu'il est au centre-ville, 75% c'est le jaune, vert c'est 50%,
le sillon c'est 25% et enfin le bleu représente un zéro concentration des équipements, des concentrations des administrations dans cette ville. Si également pour l'ensemble de ces activités, la concentration des services publics aussi, la concentration des affaires aussi, la concentration du commerce et des services divers. Pareil, les équipements sociaux culturels aussi sont concentrés au centre-ville et les aires de stationnement aussi. En conclusion, l'ensemble des activités sont concentrées de façon équilibrée par rapport au centre-ville. Il y a un autre, une petite partie en résumé qui concerne l'étude analytique du centre-ville de cette ville. Si avec la même méthode, ça c'est le centre-ville, avec l'ensemble des quartiers qui l'entourent. Donc on a appliqué la même méthode pour l'existence et la concentration de ces activités au sein et autour de ce centre. Et avec une analyse séquentielle, on est arrivé à une conclusion que en conclusion que ce centre, bien la ville ce phénomène concerne pour la destination qui entoure le centre-ville et ainsi de suite l'ensemble des voilà par rapport à la concentration de ces activités. D'accord, madame, oui, je suis en train de terminer parce que, en fin de compte, la ville, les résultats obtenus par le traitement de nos données numériques sur la carte du centre-ville, ils sont, vous imaginez bien, dans l'objectif que toutes les activités qui se déroulent au sein de ce centre-ville sont concentrées au centre-ville, puis elles suivent le sens de croissance vers le sud, ce qui confirme encore une fois le déséquilibre de la croissance de cette ville et fait allusion à un débat début de transition de la concentration des activités en dehors de cette ville. Merci pour votre attention. Merci d'avoir présenté ce travail sur le centre-ville. Et je vais appeler Monsieur Guido, Jeddi. Donc, vous allez essayer d'être très clair. Le titre de la communication, c'est Mostaganem, jeu d'acteur dans le projet d'aménagement. Donc, avant de commencer, Essayez de juste oui. Essayez d'être bref parce qu'on a plus de temps. Non, je ne vais pas dire. Donc, avant de présenter ce soi-disant jeu d'acteur, le contexte de l'émergence des taux et des bourses. Donc, on est dans les années 90. Changement du régime économique, économie de marché, le cadre réglementaire a changé, on a les PDO et les postes, il y a l'évolution sociale. Qu'est-ce qui s'ensuit? On a l'émergence de ces outils et instruments. Deuxièmement, avec le début des années 2000, il y a l'implication de la problématique du développement durable de l'urbanisation. Donc, on a le PDO de Mostaganem. On a cette question. La présente contribution vise à une prospection de la révision du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme du groupement d'agglomération de Mostaganem, Mazagran et Saint-Yernin.
et plan d'aménagement, l'appréhension de l'adaptation de ces nouveaux outils aux injonctions du développement durable, urbain et protection de l'environnement, ainsi que le rôle des différents acteurs pour y parvenir. Est-ce qu'on est devant un jeu d'acteurs? Qu'est-ce que c'est un jeu d'acteurs? En fin de compte, il y a un principe de l'aménagement de la ville ou de l'aménagement d'un projet architectural, que ce soit à l'échelle de l'architecture ou de l'urbanisme. Il y a dedans, il y a la réception de ce don, il y a le retour de ce don. C'est-à-dire, on a 3 sphères. C'est la sphère du donneur, c'est-à-dire des praticiens, des gens des techniciens. Il y a la réception de par les futurs usagers et utilisateurs. Ensuite, il y a ce retour de ce don vers ces premiers. Est-ce qu'il y a une médiation ou pas? Parce que l'intérêt d'un jeu d'acteurs, c'est de mettre en relation le concepteur, le politicien et l'utilisateur. Là, ça ne se fait pas aussi, c'est pas aussi évident. Même dans les démarches du projet urbain, il s'agit d'une médiation entre un donneur, récepteur, pour redonner ce don. Donc, cette médiation fait défaut dans la formation, comme a dit Madame ce matin. Il y a manque dans l'instrumentation, c'est-à-dire l'absence d'une maîtrise d'ouvrage, mettre en place une maîtrise d'ouvrage. Parce que là, on n'est pas en train de parler de la démocratie représentative, mais de la démocratie participative. Là, c'est tout l'enjeu de démarche de développement urbain. Heureusement, M. Chayet a soulevé un point intéressant, c'est-à-dire le fait que ces techniciens ont pris le pas. Donc, c'est une manière officieuse de mettre la démarche du projet urbain dans l'actuel. Donc, il y avait trois PDO. Le PDO de 1997 qui a consommé la majorité du foncier. Ensuite, il y a la révision du PDO 2006. Ensuite, on est devant la révision du PDO en 2018. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une corrélation entre même les acteurs du même corps, c'est-à-dire de la maîtrise d'ouvrage. On a superposition sur la même ville des décisions centralisées au niveau national et des décisions du local. On gère la vie avec 2 documents, les plans d'aménagement des aides, dont la décision relève de la centralité de l'État. Ensuite, on a le PDO. Cette superposition met à mal